Je vivais pour la moto, je dormais moto, je mangeais moto, c'était la moto 24/24. Ce sont des passionnés. Je suis partie la première fois donc, au Royaume-Uni. Je me suis éclatée, c'était une sorte de révélation et c'était un petit goût de liberté que j'ai du mal à me passer maintenant. J'ai rencontré ces animaux à l'âge de 7 ans. Leur beauté m'a fasciné. C'était une espèce d'image de puissance, de grâce. Je suis tombé amoureux des chevaux. Des passions loin d'être anodines, car ils souffrent d'un handicap. C'est comme ça. C'est une super perfectionnée, ça, non? C'est high-tech, je peux tout faire. Du snowboard, du ski, escalade. Je me suis pas mal baladée en France, à Barcelone, aux États-Unis et ensuite en Guadeloupe. En fauteuil roulant, il y a des aventures dans l'aventure. Mes premiers démons m'ont vite rattrapé. Je suis vite revenu au stunt, donc l'acrobatie moto. Le prof m'a dit il faut que tu trouves un club parce que c'est incroyable ce que tu viens de faire avec une jambe en moins, tu viens de battre tes camarades, tout ça, alors que t'es handicapé. Pour eux, rien n'est impossible. Et ils ont décidé de mener la vie dont ils avaient toujours rêvé. Aujourd'hui, j'ai fait 4 fois champion du monde à moins de 23 ans, plus le recordman du monde. J'ai fait finaliste au JO de Londres aussi. Jamais j'aurais pensé, 21 ans plus tard, que j'aurais fait tout ce que j'ai fait. Je ne voulais pas qu'elle renonce à ses rêves. Et je ne voulais pas que le fait qu'elle ait un fauteuil roulant soit un frein. Il faut vraiment se surpasser, ça vaut le coup. La vie continue. Bonjour à tous, merci de nous renouveler votre fidélité chaque jour et merci à nos invités d'avoir pris place sur le plateau de Toute une histoire. Ces hommes et ces femmes vont nous prouver qu'avec une bonne dose de volonté, tout est possible malgré leur handicap. Ils ont décidé de relever toutes sortes de défis et ils mènent aujourd'hui la vie dont ils ont toujours rêvé. Alors avant de découvrir leur parcours hors du commun, je vous propose d'ouvrir la première partie de notre émission que nous avons choisie d'intituler « Au-delà du physique ». Bonjour Stéphane. Merci d'être parmi nous. À 33 ans, vous êtes un jeune homme épanoui malgré le fauteuil dans lequel vous devez vous déplacer en permanence. Depuis combien de temps ce fauteuil fait-il partie de votre quotidien? Ça fait 11 ans, j'ai eu un accident de moto en 2003 et je suis paraplégique, donc j'ai perdu l'usage de mes jambes. À quoi ressemblait votre vie avant cet accident? Je vivais pour la moto, je dormais moto, je mangeais moto, c'était la moto 24/24. Et en septembre 2003, c'est lors d'une banale virée en moto que votre vie a changé. Quel souvenir vous gardez de cette journée? Quel souvenir j'en garde, aujourd'hui je dirais que ça a été un mal pour un bien. J'imagine que vous n'avez pas toujours dit ça, ni pensé ça. Voilà, au début ça a été dur d'accepter. Il y a eu des moments de doute, d'interrogation quand intervient la paraplégie, quand on m'a annoncé ça. Mais il y avait toujours un petit bonhomme dans ma tête qui me disait d'y aller et qu'il y a quelque chose qui faisait que j'allais m'en sortir et que j'allais y arriver. Voilà. Donc quand même, vous avez eu cet accident. Vous étiez lucide, conscient quand vous êtes arrivé à l'hôpital? Je suis resté. Donc j'ai été conscient après le choc tout de suite. Après, on m'a plongé dans un coma artificiel. Et je me suis réveillé 3 semaines après le coma artificiel. Et là, on m'a annoncé que j'étais paraplégique. Mais c'était particulier, si on vous annonce ça, on explique un petit peu ce qu'est la paraplégie, donc que je ne pourrais plus marcher. À 21 ans, ça a été une grosse claque. Mais en même temps, je voyais mes jambes bouger dans le lit. Et en fait, c'était des automatismes. Ouais. Mais les jambes bougeaient toutes seules, c'est pas moi qui les contrôlais. Je pensais que 3 semaines après, je sortais de l'hôpital, je rentrais à la maison. Et... Ouais. Ça veut dire que vous ne croyiez pas à ce qu'on vous a annoncé? Ah, du tout. Du tout. On n'y croit pas, on ne veut pas se l'accepter non plus. Donc, À quel moment vous avez commencé à y croire? À quel moment j'ai commencé à y croire ça a été des étapes en fait, ça a été surtout une reconstruction, donc on n'y croit jamais. J'ai toujours cru, et même encore aujourd'hui, un jour je serai debout.
Ah bon? Mais sans focaliser dessus. Je fais ma vie et je ne sais pas, on ne sait pas la science ce qu'elle fera, on ne sait pas comment ça évoluera. Je fais beaucoup de sport. Mais j'imagine que vous l'avez dit, on passe par différentes phases. Il y a quand même un deuil à faire de la vie d'avant. Ah, bah ouais, pour moi, ça a été les 3 premières années. Vraiment, ça a été ma reconstruction personnelle. Ça a été aussi une phase d'acceptation, se redécouvrir, apprendre à vivre avec un fauteuil roulant. Et Alors ça commence quand vous arrivez dans le centre de rééducation. J'imagine que là, souvent on prend une claque en arrivant dans ce genre d'établissement. c'est ça. En fait, vraiment, quand je suis sorti, donc j'étais à l'hôpital 3 semaines en coma. Ensuite, on m'a transféré dans un centre de rééducation. Et la première fois où je suis sorti donc, dans mon fauteuil roulant, parce que j'ai une lésion assez haute, donc au début, je ne pouvais pas tenir en position assise. Ça a mis quelques temps. Et le jour où j'ai pu sortir de cette chambre, j'ai vu une personne tétraplégique qui conduisait son fauteuil avec le menton. Et j'ai pris, je m'excuse pour cette personne, mais j'ai pris une claque et je suis rentré dans ma chambre et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis pas handicapé. Ça a été très dur, moralement, intérieurement, mais autour de moi, je disais que tout allait bien. Mais au fond de moi, c'était le grand fracas. Donc, ça a été des reconstructions, mais il y a quand même... Plein de petites étapes qu'on franchit au fur et à mesure. Ça allait bien, je disais toujours que ça allait. Mais c'est vrai que ça allait au final. Vous diriez qu'il faut combien de temps avant d'accepter son état? Pour moi, 3 ans. 3 ans. 3 ans vraiment avant de me sentir à l'aise avec mon fauteuil et de me retrouver en fait à travers à travers la société, voilà. Me retrouver à travers la société, il m'a fallu 3 ans. Oui. Alors, au bout de 6 mois, vous avez eu le besoin de prendre le large par rapport à votre famille. Pourquoi? J'ai eu besoin de tout quitter. En fait, ça a été, c'est ce qui a fait partie aussi de l'acceptation du handicap pour me reconstruire. Pour moi, le handicap, quand on ne le connaît pas, qu'on est valide, c'était synonyme de dépendance, de plus être malheureusement bon à grand chose. J'avais peur, vraiment peur de tout ça. Et là, je me suis mis des défis. En fait, ma vie a été faite que de défis. Et c'était de partir, de tout quitter, donc partir loin. Je suis parti à Marseille, prendre mon appartement, être capable de gérer un appartement. Être capable de faire son ménage, changer ses draps, faire sa machine à laver, laver par terre, parce que j'avais 21 ans et j'espérais bien un jour rencontrer quelqu'un, enfin reconstruire ma vie aussi, ça fait partie de la vie sentimentale. Et si un jour je me mettais avec une femme, je ne voulais pas être le poids lourd de cette personne, je voulais être un homme à la maison et donc ça s'est passé à travers ces reconstructions. Et j'ai eu un moment vide professionnellement parce que je ne trouvais pas d'emploi, donc je passais beaucoup mes journées sur Internet. C'était des moments qui étaient aussi durs parce que le lundi matin, quand tu es encore dans ton lit, que tu entends les portes claquer, que tout le monde part au travail et que toi tu sais pas ce que tu vas faire de ta journée, je pianotais sur Internet. J'ai pendant 3 mois chatté avec mon ami, ma femme d'aujourd'hui. On a chatté pendant 3 mois jusqu'au jour où on s'est rencontrés. Femme d'aujourd'hui, peut-être de demain aussi, non? Voilà, tout à fait. Voilà, donc, et puis depuis, on ne s'est pas quitté depuis 10 ans qu'on s'est rencontrés. Bon. Vous avez trouvé un travail? Il fallait absolument que je travaille parce qu'au moment de mon accident, je roulais sans permis, j'étais pas assuré, donc j'ai pas été couvert par aucune assurance. Donc il fallait vraiment que je travaille et Stéphanie, ça a été aussi une source de motivation. Il y a eu le ménage, mais il fallait aussi travailler parce que je ne voulais pas que ça soit non plus la femme qui allait m'accompagner qui nourrisse le foyer. Donc, Alors, quand même, vous passez sur tout ça comme si ça avait été facile. Déjà, en tant qu'homme, pour trouver l'amour, est-ce que vous vous êtes senti fragile par rapport au handicap? Est-ce que vous vous êtes dit peut-être que ça m'arrivera plus jamais, qu'une femme s'intéresse à moi, me regarde avec des yeux amoureux? Ça a été compliqué, Les premiers, donc c'était l'époque des boîtes de nuit, la première fois en boîte de nuit en fauteuil. Quand on était habitué à me faire le fou sur les podiums, là c'était des coups, comprendre. Mais je me suis toujours forcé quand même à y aller. Et puis un jour je me suis posé une question. Quand on a un point rouge, le bouton rouge qui pousse là, qu'on focalise dessus, on a l'impression que tout le monde va voir que ça toute la journée. Ouais. Et j'ai fait la même chose avec mon fauteuil. Je me suis dit, mais si je focalise sur mon handicap et sur le fauteuil roulant,
forcément tout le monde va regarder que ça, mais il y a autre chose à regarder et j'ai autre chose à dégager de mon handicap. Alors après avoir trouvé un équilibre familial, vous avez donc cherché un boulot, vous avez voulu travailler, vous avez trouvé ce boulot? Voilà, fallait que je travaille absolument. Comment vous avez fait Et alors, pour j'ai été au plus simple, j'étais pas diplômé à l'époque, et donc je me suis présenté dans un centre commercial. Je me suis dit, je vais proposer mes services en tant que caissier pour la saison juillet-août. Donc je me suis dirigé vers la responsable des caisses et là elle m'a dit mais monsieur vous êtes en fauteuil roulant et je lui ai répondu texto écoutez les articles vous les passez pas avec les jambes vous les passez avec les bras. Et là elle m'a regardé avec des grands yeux et je lui ai dit je fais mon transfert sur la chaise de caisse, vous retirez le fauteuil roulant et je ferai mes horaires comme tout le monde. Elle m'a dit vous êtes disponible demain matin et c'est parti de là. Ma carrière professionnelle est partie de ce premier job qui a duré 2 mois. Et puis, vous avez ressenti le besoin de renouer avec votre passion, la moto. Pourtant, c'est elle qui vous avait mené jusque dans ce fauteuil. Est-ce que vous aviez des appréhensions à l'idée de remonter sur une moto? Il y avait des appréhensions. J'ai repris 3 ans après. Je reprends 3 ans après l'handicap. Il y a eu des appréhensions, mais il y avait aussi ce manque qui était là. Et si j'ai eu cet accident, c'est purement de ma faute. Et je me disais à l'époque, mais si j'en fais sérieusement, il n'y a pas de raison qu'il m'arrive encore plus grave. Donc si j'en fais sérieusement, on va essayer. Et c'est encore un challenge que je me suis donné. Vous avez toujours été comme ça? Vous avez toujours eu cet état d'esprit de savoir se remettre en question, de savoir tirer le côté positif des choses? Alors non, ça c'est l'handicap qui m'a fait le vrai raisonnement, je l'ai eu avec l'handicap. Justement, je fonçais trop tête baissée avant mon accident. C'est pour ça que vous dites que c'est un mal pour un bien. Tout à fait. Ça m'a permis d'avoir un raisonnement, une autre philosophie et une autre vue sur la vie. Et la vie vaut le coup d'être vécue surtout. Et il y a plein de quand on belles voit choses. votre petit regard gourmand et rieur, on en est convaincu. Il est temps de saluer Frédéric Farigny qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Comment vous analysez la volonté de Stéphane de remonter sur une moto? C'est évident, quand on a une passion, cette passion et l'énergie qui est liée au bien qu'elle nous fait ne quitte pas la personne parce qu'elle est en fauteuil. C'est-à-dire que dans le handicap, dans le traumatisme que ça représente dans son intégrité physique, par contre, l'intégrité émotionnelle reste intacte. C'est-à-dire la personne que l'on était, ce qui donnait du sens à notre vie, prend encore plus de sens avec le handicap. C'était une passion que vous aviez et qui a perduré. Mais pour ça, il a fallu tout ce cheminement que vous avez bien décrit, donc de faire le deuil de la personne que vous étiez avant. Et... Alors, vous dites faire le deuil de la personne qu'on était avant, mais sans pour autant renoncer à ses passions. Mais, voilà, mais le deuil de la personne que l'on était avant, au niveau de son intégrité physique, au niveau de ce corps qui devient différent, avec lequel il faut faire avec, il faut l'habiter, ce nouveau corps. Et ça prend du temps. Vous l'avez très bien expliqué. Et puis, il y a toutes les étapes du deuil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une forme de déni aussi du handicap. Il peut y avoir de la révolte aussi, ce que j'entends beaucoup. On se révolte contre la vie qui nous mène sur ce chemin-là. Une phase dépressive aussi. Et puis, le temps de l'acceptation. Donc, effectivement, ça a pris 3 ans. Ça peut prendre, en général, c'est entre 2 et 3 ans. Ça peut prendre plus de temps pour des personnes qui n'ont pas ce côté positif comme vous avez, parce que ce qui a été formidable, c'est que vous avez voulu tout de suite être autonome, et ça c'est très important. Quand vous avez chatté avec votre amour, comme vous dites, vous lui avez parlé de votre handicap tout de suite? Je ne l'assumais pas forcément. Donc je lui en ai parlé, mais en le survolant. Par contre, je savais que j'aurais la force le jour où je la rencontrerais. Alors comment on fait pour survoler son handicap? C'était du virtuel pendant 3 mois, hein, jusqu'au jour où on s'est rencontrés. Et vous ne lui aviez pas dit? Je lui ai placé, mais alors c'était vraiment... je crois qu'une fois on était en webcam et je partais me faire chauffer un plat. Et donc elle me voit me déplacer, mais assis. Et j'ai dû lui répondre, oui, je suis sur ma chaise roulante. Ou chaise roulante, ça voulait tout dire, chaise de bureau. Et comment vous avez réagi? Est-ce que, à un moment donné, ça a été pour vous un frein? Pas du tout. Ça n'a pas été un frein. Bien au contraire. Pour moi, c'était une transparence. Pour moi, le fauteuil n'existait pas. C'était le coup de foudre. Et voilà, quoi. Je n'ai pas vu son fauteuil. Pour moi, il était une personne, voilà, comme tout le monde. Bon, on développera tout à l'heure votre histoire et votre relation.
Mais d'abord, nous allons saluer Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes une toute jeune femme et nous allons voir qu'à seulement 25 ans, vous avez déjà un parcours incroyable. Contrairement à Stéphane, vous êtes née avec votre handicap. De quelle maladie souffrez-vous? Alors, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est une maladie orpheline qui touche les nerfs périphériques. Et qui est dégénérative? Qui est évolutive. Évolutive. Oui. Vous avez grandi avec votre différence. Depuis quand êtes-vous sur un fauteuil? Alors en fait, la maladie, elle a été diagnostiquée quand j'avais 3 ans. Et le premier fauteuil est venu plus tard, en fait, à l'âge de 9 ans. Mais c'est vrai que ça a été quand même un stade, en fait, à passer et à accepter. Quelle scolarité avez-vous menée en parallèle du suivi médical auquel vous avez été contrainte? Mais en fait, à cause des opérations chirurgicales que j'ai eues enfant, j'ai dû redoubler en fait une classe, le CM1. Mais après, j'ai toujours été dans le milieu scolaire ordinaire, intégré avec les autres enfants. J'ai obtenu mon bac littéraire avec mention. J'ai été en prépa à la fac. Bravo. Et donc après, j'ai eu mon premier appartement donc, quand j'avais 19 ans à la sortie du bac. Donc quand j'étais en prépa. Comment vous êtes organisée dans ce nouveau quotidien? Assez normalement. Enfin, après, il fallait prendre mes marques et quand j'avais besoin d'un coup de main, parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Soit j'avais des amis ou bien des fois une auxiliaire de vie qui venait m'aider à me soutenir en fait au quotidien. Faire le ménage et tout ça, vous ne le faisiez pas vous-même? Non. Non, c'est un peu compliqué de passer. Vous auriez pu appeler Stéphane, parce qu'il adore ça. Je vais prendre des cours apparemment. Alors, vous avez même trouvé un travail? Dans quel secteur? Un petit job ou un vrai travail? Les deux. En fait, à la fac, j'avais un job étudiant comme tout le monde. Et à la fin... Qu'est-ce que vous faisiez comme job? J'étais dans un centre commercial où, pareil, en fait, moi, je pesais les fruits et légumes. Et ensuite, donc à la fin de mon année d'histoire de l'art, j'ai obtenu un stage. Et ensuite, pendant les 3 années suivantes, j'ai fait des saisons dans un centre culturel, à l'accueil et à la boutique. D'accord. À 24 ans, vous aviez des rêves plein la tête et vous avez voulu relever de nouveaux challenges. Dans quelle aventure avez-vous décidé de vous lancer? Alors, dans le voyage en solo. Donc, en solo? Ouais. Donc, j'avais pas forcément envie d'attendre que quelqu'un m'accompagne ou ait les mêmes envies que moi. Et du coup, je suis partie la première fois au Royaume-Uni. Et pendant 15 jours, et je me suis éclatée. C'était une sorte de révélation et c'était un petit goût de liberté que j'ai du mal à me passer maintenant. Alors, ça veut dire quoi? Quand on part seul sur un fauteuil, c'est un voyage qu'on prépare avec encore plus d'attention? Ouais, ça demande un peu d'organisation quand même. Tout dépend d'où on va. Enfin, par exemple, le Royaume-Uni, c'est quand même assez bien adapté en fauteuil, ce qui est quand même super agréable et du coup, ça facilite la vie, quoi. Alors Frédéric, que vous inspire le témoignage de cette jeune femme? De l'admiration, moi, chapeau bas. Je veux dire, il y a beaucoup, moi j'entends dans mon cabinet beaucoup de femmes qui ont du mal à faire des choses seules et a fortiori à partir en voyage seule. Alors en fauteuil, c'est vrai que ça force l'admiration. Et je pense que l'éducation, effectivement, qui vous a été transmise, a été dans ce sens de l'autonomie et vous a donné cette force et ce courage aussi, parce qu'il faut du courage pour partir en fauteuil sur les routes, du courage et de la faculté d'adaptation aussi. Je pense que les parents effectivement d'enfants en situation de handicap ont à transmettre ça parce que effectivement la vie on traverse beaucoup de souffrances et en fauteuil ou pas et donc c'est vrai que c'est important de transmettre ces valeurs-là et vous les avez reçues et aussi quelque chose de très important c'est de ne pas, vous l'avez dit aussi Stéphane, de ne pas se réduire à son handicap. On reste une personne avec des besoins de personne, d'être aimé, d'aimer, de se réaliser, de cultiver ses passions, de donner du sens à sa vie. Donc ça, tous les deux, vous l'avez très bien exprimé, ça. Bernard, bonjour. Alors, vous aussi, vous allez nous raconter une belle histoire. Peut-être que certains de nos téléspectateurs la connaissent déjà, votre histoire, puisqu'elle a inspiré le film En équilibre, actuellement à l'affiche, avec Cécile de France et Albert Dupontel. Un film dont vous êtes fier, qui vous a plu? Oui, le film a plu. Il est fictionné à 50% dans l'histoire sentimentale, puisque moi je suis avec mon épouse depuis 25 ans. Mais
on est très fiers, d'autant plus que nous avons fait toute la partie chevaux nous-mêmes. Alors, vous êtes justement passionné d'équitation depuis votre enfance. Comment est né cet amour pour les chevaux? Assez simplement, je peux l'expliquer peut-être parce que j'ai perdu mon père à 3 ans. Et j'étais finalement un peu triste. Et j'ai rencontré ces animaux à l'âge de 7 ans et ils m'ont donné finalement de la joie. Leur beauté m'a fasciné. C'était une espèce d'image de liberté, de puissance, de grâce. Et ça m'a enjolivé le cerveau, tout simplement. Et de l'âge de 7 ans à 17 ans, je passe tous mes étés, tous mes week-ends, toutes mes vacances. En fait, je travaille. Je ne sais même pas ce que c'est que de prendre des vacances. Je travaille dans des élevages. J'ai un mentor que j'ai adoré en Bretagne qui s'appelait Jean-Marie Rouillet. Et le couronnement de cela, de cette expérience de l'âge de 9-10 ans jusqu'à 13 ans, c'est l'entrée au Haras du Pin, qui est le Versailles des Haras, si vous voulez. Et là, de 13 à 17 ans, je serai élève à l'école du Haras du Pin. Et je vais perdre ma mère à 17 ans. Donc, je vais me retrouver orphelin. Et là, donc, j'ai un coup, je ne sais plus trop où je vais. Et donc, je remonte sur Paris, parce que j'ai toujours été un peu à la campagne. Et j'ai un peu le vague à l'âme, je ne sais pas trop où aller. Et mon frère m'indique que le frère d'un de ses amis n'est pas très loin de Paris et est un cascadeur qui travaille pour le cinéma, machin, donc ça me fait rêver et j'y vais. Et je pars et en fait, je vais intégrer son équipe. J'ai fait toutes mes armes, j'ai fait toutes les couches de progression dans le spectacle, des gros sons et lumière, après des télés, après cinéma, puis après de nouveau les gros shows, etc. J'ai travaillé avec Maurice Béjart, avec Patrice Chéreau, j'ai fait beaucoup de films, etc. Et jusqu'à ce que voilà, je me marie au mois de mai 1994 et j'aurai l'accident au mois d'août. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, ça, c'est sur la fille d'Artagnan. Il m'est arrivé que lors d'une prise, je faisais une cascade et cette cascade s'est très bien réalisée, mais elle s'est mal finie parce que le cheval, en se relevant, me passera son pied entre mon dos et la pelouse. Et j'ai pris une pichenette de postérieur ferrée. Donc postérieur, c'est la jambe arrière d'un cheval. Et c'est un gros coup de karaté avec un fer sur la vertèbre. Et ça fait donc une section de moelle. Vous l'avez ressenti sur le coup? Vous avez ressenti quoi? Alors, sur le coup, j'ai senti un blocage ventral tout de suite. Et comme j'avais un ami que j'ai porté pendant des années sur mon dos, qui avait eu cette sensation, qui m'avait expliqué. J'ai compris, j'ai senti le fluide s'en aller. Et c'est ce que j'évoque d'ailleurs dans mon livre. Je raconte un peu toutes ces histoires sur mes 4 jambes, toute cette chronologie. Jusqu'à avant mon accident, c'est un témoignage. Et après, il y a la transformation et tout ce qui va se passer. Et il y a un petit lien entre une démarche que j'ai eue avant mon accident, où je cherchais une équitation très fine, basée sur l'équilibre. J'avais déjà attaqué le yoga, des choses comme ça, alors que il n'y avait aucune raison que je me remette en question, à part l'idée d'être plus en harmonie avec ce que je faisais. Et ce sont des outils qui m'ont aidé à partir du moment où j'ai eu la rupture. Vous étiez dans quel état d'esprit quand vous êtes retrouvé à l'hôpital, quand vous avez compris alors donc j'étais transféré en hélicoptère. Là, je me retrouve à Genève. Je reste 15 jours à Genève. À ce moment-là, au bout de 3 jours, après des examens médicaux, les gens étaient étonnés de la tonicité que j'avais encore, malgré la hauteur de ma lésion, etc. Je rencontre un psychiatre en fauteuil qui veut un peu m'aider. Je lui dis, écoutez, je vais m'en sortir, c'est pas la peine. Il me dit, comment vous allez faire? Je lui dis, je ferai comme vous, je ferai Tarzan. Et donc je suis rentré à Garches, je vais passer 3 semaines à Garches. Après je suis allé à Menucourt, où je suis un peu comme idée fixe de Obélix. Moi j'ai besoin d'un arbre et de l'herbe. Avec ça je me reconstruis. Et j'ai fait 9 mois de rééducation en hospitalisation complète, 3 mois, 6 mois d'HDJ, d'hôpital de jour. Et pendant ce temps-là, j'ai décidé de remonter à cheval. Mais en étant... Vous avez eu un deuil à faire, parce qu'on a l'impression, tel que vous le racontez, que oui, je pense vous êtes programmé immédiatement. Oui, parce que c'est la vérité, j'étais à cheval 9 mois après. Et 11 mois après, j'étais champion de France en e-sport. Donc c'est une réalité de ma réactivité tout de suite. Mais je n'étais pas au même niveau par rapport au témoignage qu'on a eu précédemment. J'avais déjà une vie plus construite. J'étais marié, j'avais 30 ans. C'était pas non plus la même chose. Donc à chaque fois, moi j'ai rencontré beaucoup de gens. Donc j'ai l'habitude de discuter avec plein de monde. Et chaque handicap, chaque histoire est singulière, de toute manière. Alors, vous nous direz tout à l'heure comment vous êtes parvenu à aller au bout de ce pari fou. Mais d'abord, je vous propose de découvrir les thèmes que nous aborderons dans les prochains jours. Soyez attentifs, c'est peut-être votre histoire. À tout de suite.
Nos invités ont tout pour plaire. Cette femme, elle est très élégante. Hein, sa tenue vestimentaire me plaît beaucoup. Cette femme aurait pu me plaire si j'avais été célibataire, effectivement. Malheureusement, c'est pas le cas. Et pourtant, impossible pour eux de trouver chaussures à leurs pieds. Vous cherchez qui? Je cherche l'homme parfait qui n'existe pas. Mais en fait, j'attire beaucoup d'importance au physique. Bon, et s'il n'est pas très joli garçon, mais s'il est très intelligent? À pas le faire. Bon, d'accord. Vous êtes peut-être un peu exigeante, peut-être. Je suis tout à fait d'accord. Je vais vous résumer, Sophie, ce que moi je pense. Oui. C'est que j'ai mis la barre très haute, ils passent tous en dessous. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à trouver l'amour? Quand on veut allumer un feu, pour que ce feu démarre, il faut qu'il y ait une étincelle. Oh, pourquoi vous pleurez tout d'un coup? Parce que j'ai plus l'étincelle. Bon, alors ça m'étonnerait que vous n'ayez plus d'étincelle. C'est faux tout ça. On peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Et ce feu, si vous l'avez, il n'y a aucune raison pour que l'allumette, elle craque pas à nouveau. Comme nos invités, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Vous avez découvert la face cachée de votre enfant le jour où la police est venue l'arrêter. Vous ignoriez que votre fils ou votre fille faisait du trafic et vous l'avez découvert quand les policiers sont venus perquisitionner votre maison. Vous avez appris que votre enfant était responsable d'un accident ou d'un meurtre le jour de son arrestation. Vous n'arrivez toujours pas à croire en sa culpabilité. Votre vie s'est brisée le jour où vous avez appris que votre enfant avait commis des faits de violence. Vous n'auriez pourtant jamais imaginé qu'il puisse tomber un jour dans la délinquance. Vous venez tout juste de découvrir que votre enfant avait commis des faits graves car vous avez été convoqué par les forces de l'ordre. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous à notre site internet. Bonjour à tous, merci de nous être fidèles chaque jour. Juste après l'émission, les rôles vont s'inverser. Et c'est vous qui allez pouvoir interviewer Sophie Davant en direct. Pour participer à cette expérience, postez dès maintenant toutes vos questions sur le site de l'émission, mais aussi sur Facebook et Twitter, #toute une histoire. Alors, si vous voulez tout savoir sur votre animatrice, rendez-vous dès 15h30 sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités sont des exemples de force et de courage. Handicapés de naissance ou suite à un accident, ils ont décidé de se dépasser pour aller au bout de leurs rêves. C'est notamment l'histoire de Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. À seulement 23 ans, nous allons voir que vous êtes passé par beaucoup d'épreuves et votre parcours force l'admiration. Vous êtes né au Burundi en 1991. À quoi ressemblait votre vie là-bas? C'était vraiment très compliqué. J'ai vu beaucoup de choses en si peu de temps. Dès tout petit, j'ai pu voir le bonheur avec ma famille qui faisait partie d'une famille très aisée. J'avais des parents qui étaient très bien par rapport à certaines familles africaines. Et tout s'est basculé avec la guerre civile dès l'âge de 3 ans. Donc, vous aviez beaucoup de frères et sœurs? Oui, on était une grande famille, 8. Ouais, 4 frères et 4 sœurs. Donc des parents aisés, vous ne manquiez de rien. Et donc à l'âge de 2 ans, à quoi vous avez assisté? Vous avez vu des personnes débarquer chez vous? J'ai assisté à la guerre civile, le génocide entre les Hutus et les Tutsis. Je me rappelle quand on était en train de jouer dans le village avec mes amis, il y a eu des voisins, des gens qui étaient comme s'ils faisaient une manifestation. Ils sont venus dans le village en disant « Oui, vous allez tous mourir », avec des machettes et embués en l'air, tout ça. Et nous, on croyait qu'ils étaient énervés ou voilà. Et à la tombée de la nuit, en fait, je regardais pas à la fenêtre, on voyait des maisons qui brûlaient, des gens qui criaient partout. Et là, on a compris que c'était vraiment vrai ce qu'on avait vu l'après-midi. Sauf que ma mère et moi, on n'a pas eu le temps de se cacher parce qu'on était trop nombreux dans la maison. Du coup, on a été les premiers à avoir été attrapés. Donc, on a pu être évacués devant la maison par les Hutus.
Donc en fait, ils sont acharnés sous ma mère parce que en général, ils voulaient tuer toutes les personnes qui faisaient la naissance des Tutsis. Donc c'était les mères de famille, c'est eux qui faisaient les enfants. Et après, une fois qu'ils ont tué ma mère, ils sont acharnés sous moi. Et j'ai subi 4 coups de machette, un à la jambe, sous le bras, et derrière la tête et dans le dos. En fait, après, j'étais pas mort, mais ils m'ont laissé mourir comme ça. C'est ce qu'ils se sont dit entre eux. Et mon père était chef de l'armée à l'époque. Du coup, il a envoyé son équipe de soldats à la maison pour voir s'il y avait des survivants de la famille. Et les soldats, ils ont vu que moi, j'étais encore en vie, même si en fait, j'ai perdu tellement de sang que j'ai dû faire une hémorragie. Donc, en fait, j'ai fait un coma. Donc, ils m'ont récupéré parce qu'ils ont vu que je respirais encore un peu. Et ils m'ont emmené à l'hôpital et c'est là-bas que je me suis réveillé. Et j'ai vu que j'étais vraiment, je savais même pas du tout ce qui m'est arrivé. Parce que je sais pas si, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais aujourd'hui j'ai l'impression de connaître le futur, le présent, le passé. En fait, j'ai eu la sensation de la mort. C'est d'être bien, c'est de partir. J'ai senti tout ça. Et c'est quand j'ai vu que je suis revenu à la vie, c'était vraiment... Alors, donc à l'hôpital, vous étiez dans le coma, mais vous avez dû subir une amputation. En fait, je me suis réveillé avec ma jambe qui n'était plus là. Parce qu'en fait, elle était coupée, mais si c'était en France, on aurait pu me recoudre la jambe. Sauf qu'on n'avait pas les moyens de recoudre la jambe, d'essayer de rattraper les veines, tout ça. Donc en fait, ils ont décidé de tout couper. Donc je me suis réveillé avec des bandages partout, ma jambe qui n'était plus là. Et je me rappelle même que le médecin qui est venu me parler, il m'a dit qu'on venait de vous amputer la jambe parce qu'elle était trop abîmée. Et moi j'ai pleuré parce que je voulais garder ma jambe. Même si elle était coupée, je voulais la garder. Donc le médecin il a trouvé ça marrant, mais moi j'étais tout triste le fait de me réveiller sans la jambe. Même si je venais de comprendre qu'en fait j'étais pas mort. Mais pour moi ce que je voulais c'était ma jambe, quoi. Ouais. Et donc votre papa était responsable de l'armée et il n'a pas pu s'occuper de vous à cause de cette guerre. Il a décidé de vous confier à un orphelinat. En fait, j'étais parmi les 8, j'étais le chouchou de la famille. Et du coup, mon père, il savait que j'allais être un bon à rien au pays, avec les béquilles, la jambe en moins. Et du coup, vu qu'il tenait tellement à moi, il voulait que j'ai une vie meilleure. Donc en fait, il m'a mis à orphelinat en me disant j'allais être adopté, mais en fait, il m'a fait croire que j'allais aller dans un pays pour me faire adopter, mais en fait, j'allais revenir. J'allais aller en France pour me faire apparier. Pour moi, je sais pas, c'était qu'une prothèse. Pour moi, ma jambe était finie. Enfin, je sais pas que qu'on pouvait réparer. Et du coup, et il m'a dit que j'allais pas m'inquiéter, qu'il allait venir souvent me voir à l'orphelinat, mais en fait, il n'est jamais venu me voir. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans famille, parce qu'il y en a 20 qui ont été tués dans ma famille, mais il me restait mon père, tout ça. Mais je me suis retrouvé tout seul. J'apprenais par le directeur de l'orphelinat que mon père il me passait bonjour, mais jamais il est venu me voir. Il avait peur de... c'était tellement... En fait, moi, je ne savais pas tout ça, mais pour lui, c'était tellement un geste fort d'abandonner son fils pour qu'il ait une autre vie que en fait, c'était trop dur pour qu'il vienne me voir. Donc, vous êtes resté combien de temps à l'orphelinat? Je suis resté très longtemps, 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans. Sans avoir revu la famille, des gens de ma famille. Je suis resté tout seul comme un enfant abandonné. À cet âge-là, non. Puis j'avais tellement vu des choses après la guerre que pour moi, j'étais vraiment perdu. Je savais plus où j'étais, je savais plus... malgré, j'arrivais à rester heureux, hein. Je jouais avec mes camarades et tout ça, mais j'ai tout vu d'un coup, en fait. La mort, la vie. J'ai pas eu le temps de réaliser ce qui m'est arrivé, mais pour moi, je me suis dit, ok, il vient pas. Et j'ai continué à être heureux, et puis... jusqu'au jour où j'ai vu mon père, un monsieur blanc, qui est venu me voir là-bas. Vous avez été donc adopté? Oui, j'ai été adopté. Et le directeur, il me dit, je te présente le monsieur qui va t'emmener avec lui en France. Et moi, j'avais peur parce que quand on est petit, on raconte que les blancs, ils mangeaient les noirs. C'est ce qu'on dit, le contraire ici, hein, les noirs mangeaient les blancs. Donc en fait, je voulais pas aller avec ce monsieur. Et en
en fait, mon père adoptif, il est venu me voir avec plein de jouets, des chaussures, des vraies béquilles, parce que j'avais des béquilles qu'on mettait sous le bras. Et du coup, en fait, il a fait en sorte que j'arrive à avoir confiance en lui et tout ça. Et puis, je suis parti avec lui naturellement. Et vous aviez quel âge alors là? Je suis arrivé en France, j'avais 7 ans. Et il y avait un chien? Vous avez retrouvé un chien? C'était le chien de ma famille, ouais. Et on a pu passer plein de bons moments ensemble. Parce que, avec le chien? Voilà, avec le chien. Et puis voilà, j'ai pu voir une nouvelle vie. Pour moi, je ne connaissais pas d'autres pays que Burundi. Donc, arrivé en France, c'était encore pire. J'ai pu voir des gens que j'aurais jamais pu... C'est comme si j'atterrissais sur une planète avec des martiens. Ouais. Ouais. Donc, j'étais encore plus en panique et puis je parlais à personne, j'étais dans mon coin. Et en plus, peu après, il y a eu la Coupe du Monde de football où la France a gagné, donc j'étais encore plus en panique. Quoi? J'étais encore plus paniqué, le fait de voir les gens qui criaient partout, des sauvages. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis? Qui m'a emmené ici? Des sauvages. Ouais. Bon, alors, arrivé en France, donc vous avez eu des vraies béquilles et puis une première prothèse. Le jour où j'ai eu ma prothèse de marche, je me rappelle, pour moi, j'ai eu une sensation de liberté, d'un nouveau corps. Donc mes parents, ils m'ont plus Vous aviez quel âge? En fait, j'ai dû être amputé parce que la jambe, elle n'a pas été bien coupée en Afrique. C'était fait un peu à l'arrache. Et du coup, ils ont dû me couper mieux la jambe pour que la prothèse soit mieux adaptée à ma jambe. Et donc, en fait, j'ai eu un an après, le temps que ça cicatrise, tout ça. Donc un nouveau corps, une nouvelle autonomie? Pour moi, c'était une nouvelle vie. Et déjà, je faisais beaucoup de choses avec la jambe en moins. Je faisais du vélo, je jouais au foot avec mes voisins. Donc, en fait, pour moi, j'étais comme tout le monde. Au foot avec des béquilles? Oui. Et quand vous avez eu votre prothèse, alors? Quand j'ai eu ma prothèse, j'ai voulu faire des choses encore mieux que ce qu'eux faisaient. Donc, c'était un peu une rivalité. Donc, vous avez fait du sport? J'ai fait du sport. Quel sport vous avez pratiqué? Alors, j'ai pratiqué... mon premier sport, c'était le football. Après, j'ai fait l'équitation. J'ai joué au rugby. D'ailleurs, en équitation, j'apprends que le personne qui a joué un film avec Jean-François Pignon, c'était mon voisin. Au hasard. Mais alors, tout ça, vous le faisiez avec un pantalon de survêtement long et personne ne savait que vous étiez handicapé? Alors, en fait, j'ai pas voulu qu'on sache que j'ai un handicap. Et en plus, je voyais un peu arrivé au collège, hein, c'était qu'au collège. Je voyais un peu les regards quand on a 13-14 ans, on commence à se moquer parce que t'es noir, t'es gros, tout ça. Du coup, j'ai voulu me tenir un peu à l'écart. Et en plus, j'ai une prothèse et en plus, je suis noir. Donc, je me suis dit, je vais être discret. Je vais essayer de tout faire comme les autres. Et en fait, jusqu'à ma 5e, 4e, personne n'a su que j'avais une prothèse. En sport, quand on faisait la lutte, je faisais en sorte d'attraper mon camarade avant lui. Du coup, je gagnais. Et du coup, en fait, l'année de mes 5e, ils ont organisé les JO des collèges. Et avec ma classe, on a remporté la course. Moi, je suis le dernier relayeur. Et j'ai dû courir vite pour gagner avec mes camarades. Et arrivé au vestiaire, le prof, il passe à côté et il voit que je suis sur une jambe. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait à la jambe? J'ai dit, j'ai une prothèse. Et en fait, il a trouvé ça incroyable, le fait d'avoir caché tant d'années de scolarité avec lui, parce que je l'ai eu pendant 2 ans et demi. Et il m'a dit, il faut que je trouve un club, parce que c'est incroyable ce que tu viens de faire avec une jambe en moins, tu viens de battre tes camarades, tout ça, alors que tu es handicapé. Et du coup, voilà, j'ai pu faire dans un club, et puis je suis devenu 4 fois champion du monde, machin. Ah, attendez, voilà. Eh bien, alors si ça, c'est pas un exemple de résilience, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est un modèle, un modèle de résilience. Et puis, quelle personne solaire, vraiment. Vous êtes rayonnants d'ailleurs tous les 4. Et dans votre cas, je pense que la problématique du handicap associée à celle de l'adoption, je pense que ça a joué aussi dans le fait que vous ayez caché votre handicap et que vous aviez vraiment besoin de vous intégrer et de ne pas revivre non plus inconsciemment un nouvel abandon. Et pour ça, comme l'a dit Stéphane, c'est-à-dire qu'au lieu d'attirer l'attention sur le fauteuil, vous avez attiré l'attention sur votre personnalité, sur vos performances aussi, puisque vous étiez quelque part le meilleur dans tout. Donc c'était aussi un moyen
de vous faire accepter puis de vous intégrer pleinement. Et à l'école aussi, les résultats scolaires? Bah, j'ai été bon élève jusqu'en 4e. Après, j'en avais marre un peu et je voulais faire un métier qui me plaisait. Du coup, bah, je me suis orienté en CFA. J'ai fait une école d'espace vert. J'ai eu mon diplôme. Pareil, c'était un peu dur avec la prothèse, mais je faisais tout comme les autres. Je n'étais pas du tout considéré comme une personne qui était handicapée. Je commençais le travail à 8h, je finissais à 18h. En plus, j'allais m'entraîner le soir. Enfin, pour moi, j'ai eu une vie normale. Bon, vous nous raconterez ça tout à l'heure. On va revenir sur la seconde partie de notre émission que nous avons intitulée « Toujours plus loin ». Et si vous, chez vous, vous souhaitez réagir au témoignage incroyable de nos invités quand même aujourd'hui et de nous raconter votre propre combat contre le handicap, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter ou sur Facebook. Stéphane, 3 ans après votre accident de moto, vous vous êtes lancé le défi de retrouver des sensations fortes que vous aviez tant aimées. Quelle a été votre première étape de vos retrouvailles avec votre passion, la moto? Alors, je ne suis pas revenu à la moto tout de suite, parce que faire de la moto, donc aujourd'hui j'appelle ça moto solo, donc une moto avec 2 roues et avec ma paraplégie, c'était pas possible. Du coup, je me suis orienté vers le quad. C'est une moto à 4 roues, on va dire, et que j'ai équipée pour la route tout de suite. Et mes premiers plaisirs, c'était d'aller le vendredi au boulot en quad. Voilà, je suis revenu comme ça, c'était le vendredi, c'était mon petit plaisir, c'était de prendre mon quad. Et j'ai redécouvert donc, le monde de la moto, j'ai fait des nouvelles rencontres. Mes premiers démons m'ont vite rattrapé, ce qui est l'adrénaline, et je suis vite revenu au stunt, donc l'acrobatie moto. Donc là, je l'ai pratiqué en quad. J'ai été sollicité pour faire différents spectacles d'acrobatie moto, des tournages de clips ou d'une émission aussi. Et donc là, j'ai commencé à retrouver un équilibre de vie complet. Alors aujourd'hui, grâce à votre détermination, vous avez retrouvé ce sentiment de liberté qui vous était si cher, et le vent vous a mené encore plus loin que ce que vous aviez espéré. Les ailes du bonheur, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. À Péranchy, près de Lille. Ça va, mon petit bonhomme? Ça fait un gros dodo? Amusez papa. Tu viens avec papa? Comme tous les matins, depuis 3 ans maintenant, Stéphane s'occupe tout seul de son fils Evan. Hop là. Ça fait pipi dans la couche, toi. Depuis l'accident de moto qui l'a rendu paraplégique à 21 ans, Stéphane met un point d'honneur à tout faire comme tout le monde. Et quand il a appris qu'il allait devenir papa, il a tout de suite foncé. Ça a été beaucoup d'interrogations juste avant la naissance d'Evan. Et une fois qu'il a été là, t'es dedans. Et je pense, comme tout papa ou toute maman, les mêmes interrogations. Est-ce que je vais savoir me débrouiller? Est-ce que je vais être à la hauteur de mon fils? Et au final, dans les gestes du quotidien et la vie de tous les jours, on a trouvé notre équilibre comme ça. Et mon rôle, moi, je voulais vivre mon rôle de papa à 100%. Donc, pour moi, ça se fait naturellement, au final. Allez, on y va. Tu veux un petit biberon ou un grand biberon? Un petit. Voilà, ça, c'est bon. Si Stéphane était plutôt sûr de lui, Stéphanie, sa compagne, a eu quant à elle plus de crainte lors de sa grossesse. Quand on avait décidé d'avoir un enfant, c'est vrai que j'avais des inquiétudes par rapport au quotidien avec le handicap de Stéphane. Si je dois tomber malade, qui doit gérer? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que Stéphane serait capable, si moi, demain, je dois être hospitalisée ou autre? Et de le voir faire, c'est quelque chose qui est venu naturellement et qui m'ont rassurée. Être papa, pour moi, c'est ma plus grande fierté, ma plus belle réussite, et aussi une revanche sur la vie. C'est la plus belle victoire que j'ai vécue depuis 11 ans parmi toutes les autres. Parmi les autres victoires de Stéphane, l'une d'elles lui tient particulièrement à cœur. Celle d'avoir pu renouer avec la moto 7 ans après son accident. Ça a été la route? Impec. Impec, t'as mis combien de temps? 1 heure. 300 km là pour le coup. Ah, c'est plus la même distance maintenant. Hein. T'as signé, hein? C'est ça. Tu sors les motos, je vais chercher mes affaires? Ouais, ça marche. Ça marche. C'est avec son frère, Julien, qu'il partage sa passion dès qu'il en a l'occasion. Après son accident, je l'ai aidé, je pense, plus mentalement que physiquement.
parce qu'il est assez débrouillard et il a su se débrouiller tout seul. Et après, bon, c'est vrai qu'on a essayé de lui faire reprendre confiance en lui. Et remonter sur une moto, je pense que c'était un gros challenge. Et il l'a réussi. Et je pense que moi, en tout cas, je suis fier de lui. Et, ouais, grâce à la moto, on est très complices. Beaucoup complices, ouais. Beaucoup, beaucoup. Moi, je vais me changer, j'arrive. Vas-y, mets ton costume. Oublie pas ton tutu. Hein. À cause de son handicap, Stéphane a besoin d'aide pour se lancer sur la piste. Et là encore, il peut compter sur le soutien de Julien. Bon, on est parti. Allez. Voilà, ça fait du bien. Comme à chaque fois, je prends du plaisir. C'est un pur bonheur. Je suis sur ma moto, il n'y a plus de fauteuil roulant, il n'y a plus d'handicap et c'est au top. Il y a un an, Stéphane a créé une association pour aider des personnes handicapées à remonter sur une moto. Comment tu vas, Aurélien? Ça va toi, Steph? Impec? Ouais, parfait. Bon, t'es prêt? Ouais, on est parti. Bon. Je suis très content parce que je retrouve quelque part ma passion que j'avais un peu perdue pendant mon hospitalisation. Donc je suis très content et pressé surtout de remonter sur une moto. Grâce à Stéphane, Aurélien a donc pu retrouver des sensations fortes, 9 mois à peine après son accident de moto. Donc te crispe pas surtout, sinon tu vas vite te fatiguer les bras. Ouais. Tu roules détendu. Ok, fluide au début et puis voilà, après... et t'enchaînes gentiment. D'accord, ça marche. Ok. Allez, vas-y. Quand je vois Aurélien sur la moto, je me dis, la preuve, je suis pas unique. Et je me dis que j'ai au moins transmis quelque chose. Et comme quoi, l'handicap m'a fait apprendre plein de choses et qu'aujourd'hui, j'arrive à le retransmettre à de nouveaux paraplégiques. Et ça me fait plaisir de le voir dans ce sens-là, c'est génial. C'est grâce à lui si je suis sur une moto aujourd'hui. C'est lui qui m'a donné toutes les bonnes adresses pour équiper ma moto. C'est lui qui me prête aujourd'hui sa moto pour que je puisse rouler. Donc je suis très reconnaissant envers Stéphane. Bon, c'était au top. Au top, Stéphane, merci. Ça fait plaisir, franchement, t'as super bien roulé. Merci. Prochaine fois que t'as moto? Ouais, on verra tous les deux. Ouais. Pas de problème. Il n'y a plus qu'à se dire à bientôt maintenant. Ça marche, merci Steph. Bravo Aurélien, c'est super. Parcours impressionnant. Quel message avez-vous envie de faire passer aux personnes qui souffrent d'un handicap? Quel message que je peux faire passer aux personnes qui souffrent d'un handicap, c'est que la vie continue. Faut vraiment se surpasser, ça vaut le coup. Et on peut relever des beaux moments de vie. Et comme je dis, ça m'arriverait... il y a 11 ans, on m'aurait prédit tout ça. J'aurais cru personne. Ouais. Aujourd'hui, on me remet dans la signale. 11 ans après, je re-signe pour les 11 ans de vie que j'ai. Vous disiez, vous en sortez différent, plus riche. Vous avez appris à faire la part des choses, à prioriser certaines choses par rapport à d'autres. Je me suis relevé et tu te reconstruis. Pour moi, c'est une renaissance. La paraplégie, vraiment cet handicap-là, c'est vraiment une renaissance. Tu es à l'hôpital, du jour au lendemain, tu passes de quelqu'un d'actif à quelqu'un de passif. Au début, on te lave, donc il faut tout apprendre à se rhabiller. Il y a tout sur le plan médical à se gérer aussi, parce qu'on voit le fauteuil, mais c'est pas le plus gros handicap dans la paraplégie, c'est tout ce qu'il y a aussi à côté qui est important à prendre en compte. Donc tout ça, c'est important de le reconstruire et de se reconstruire, et c'est ce qui fait qu'après, on peut rebondir positivement. Audrey, vous souffrez de la maladie de Charcot. Vous avez été diagnostiquée très tôt, à l'âge de 2 ans. Depuis, la maladie a beaucoup évolué, mais cela ne vous a pas empêché d'aller au bout de vos rêves, notamment de vos rêves de voyage, puisque vous êtes devenue une vraie globe-trotteuse. Dans quel pays êtes-vous déjà allée? Avez-vous déjà posé vos valises? Alors, juste une petite précision, c'est la maladie de Charcot-Marie, ce n'est pas la maladie de Charcot. Mais sinon, pour répondre à votre question, donc je suis partie... je me suis pas mal baladée en France. Également à Barcelone, au Royaume-Uni. En France, c'est un pays qui n'est pas particulièrement réputé pour son accessibilité, n'est-ce pas? Non, on peut mieux faire. Voilà. On peut mieux faire, mais du coup, voyager,
c'est rassurant. Ça permet de voir comment les pays voisins ont trouvé des solutions et de se dire, bah ouais, si ils l'ont fait, c'est bon, un jour, ça va arriver en France, quoi. Alors, donc vous êtes allé au Royaume-Uni, à Barcelone, également aux États-Unis pendant 3 semaines, où je suis partie avec mon fauteuil et mon sac à dos, et ensuite en Guadeloupe. et vous avez été surpris plutôt agréablement par les gens? Est-ce que vous avez trouvé de l'aide facilement? Comment se sont comportés les gens à votre égard? C'est toujours très bien passé, en fait. Déjà, je pense que le fait d'être souriante et avenante, enfin, le contact passe tout de suite. Et après, ouais, le fauteuil, en général, ça attire un peu la curiosité. Tiens, Est-ce que le fauteuil crée le contact? Ouais, ça peut, carrément, ouais. Ouais. Alors, vous avez eu l'idée d'aller plus loin, vous avez eu l'idée carrément de créer un blog, faire partager votre expérience aux autres? Oui, tout à fait. En fait, j'ai créé le blog donc, Roulette et sac à dos il y a 1 an et demi maintenant. Parce que justement, je suis partie du constat que trouver des infos sur l'accessibilité pour préparer un voyage, c'était assez compliqué. Et donc, du coup, je souhaite partager mes expériences pour que ce soit utile à d'autres personnes qui, justement, souhaitent se lancer dans l'aventure du voyage. Et également pour donner une image positive du handicap, quoi. Oui, on peut voyager en fauteuil. Ouais, ça marche. J'ai des bons retours et des gens qui me disent que qu'eux aussi, ils vont oser et que tel conseil leur a été utile, tout ça. Donc, c'est super, quoi. Alors, à quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Vous venez de découvrir une autre activité. Oui. En fait, il y a à peu près 1 an maintenant, j'ai découvert que je pouvais faire du sport, et notamment de la voile, qui c'est un milieu qui m'a toujours attirée. Et donc, ouais, ça a été une super révélation, des sentiments de liberté absolument incroyables. Et en fait, donc, je fais toujours de la voile donc en e-voile, sur des bateaux adaptés. Et cette nouvelle passion m'a amenée aussi à être reporter pour l'un des skippers de la Route du Rhum, donc avec Alessandro Di Benedetto, qui s'était associé au Téléthon. Donc du coup, j'ai été reporter pour lui, j'ai navigué avec lui, j'ai été donc au départ à Saint-Malo, et donc j'ai été l'accueillir également en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Et maintenant, donc, j'essaie de relancer donc, une section en e-voile à Vannes. Génial. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait de tout ça, de toutes ces passions, sans votre handicap? Mais je ne sais pas si elles auraient vu le jour, ces passions. Parce que je pense vraiment que le handicap, dans ce cas-là, c'est une force, et je pense que je me serais peut-être pas autant bougée si j'avais pas eu cette contrainte. Alors, vous avez toujours tenu à tout faire toute seule. D'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes venue sans accompagnateur. Mais il y a quelqu'un qui a quand même tenu à vous faire une petite surprise aujourd'hui. On va l'accueillir, ce quelqu'un. C'est Muriel, votre maman. Vous venez d'où, Muriel? Alors, je viens de Bourgogne. Pourquoi vous avez tenu à être là parmi nous? Eh ben déjà, pour lui faire la surprise. Alors, si elle est capable de voyager un petit peu à travers le monde, enfin, à travers les voyages qu'elle a cités, moi, venir à Paris aujourd'hui toute seule, c'est mon premier exploit. Et je le lui dois aussi parce que Audrey, c'est un guide. Et je tenais aussi à être là pour continuer à l'encourager dans tous ses projets. Parce que ce qu'elle fait, il faut le faire, il faut avoir du cran. Je trouve que c'est très beau. Et à travers tout ça, elle nous fait voyager à nous aussi, ses parents, parce que jusque-là, nous n'avons pas eu trop l'occasion de faire ce genre de choses. Donc, elle est un révélateur, quoi. Vous avez dû trembler plus d'une fois, là, quand elle a manifesté son désir d'autonomie, quand elle a voulu habiter toute seule, quand elle est partie en voyage toute seule. Il y a eu il y a eu des fois où c'était assez folklorique. J'imagine qu'il a fallu prendre sur vous pour ne pas vous y opposer. Voilà, c'est ça. Et quand elle est partie aux États-Unis, notamment, c'était quand même difficile. Mais j'imagine que si elle est comme ça, c'est aussi grâce à vous. Je confirme. Hein? Qu'est-ce que vous lui avez donné comme valeur? Alors, j'ai essayé de lui donner la force, et la force morale surtout. Et surtout, il y a des fois, je me suis reproché d'avoir été un petit peu dure, oui, quand elle était encore jeune enfant, parce que je ne voulais pas qu'elle renonce à ses rêves. Et je voulais qu'elle fasse, au contraire,
des tas de choses dans sa vie, beaucoup plus que ce que moi j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, et notamment voyager. Et je ne voulais pas que le fait qu'elle ait un fauteuil roulant soit un frein. Et je lui ai dit, tu as un fauteuil, eh ben, il se baladera aussi, tu iras dans les concerts, tu iras à travers le monde. Qu'est-ce qui vous empêche de voyager, vous? Ah, ça va venir, chaque chose en son temps. Parce qu'elle vous ouvre la voie. Elle me guide. C'est prévu, je vais aller les promener un petit Oui, peu. voilà. Ah bon. Oui, oui. Ils vont partir avec vous. On va s'y mettre. Ouais, Voilà. Bon, super. Mais merci d'être venu. Bernard, vous étiez cascadeur équestre quand vous avez été victime d'un accident sur un tournage. Quelques mois après, vous avez pris la décision de remonter en selle très rapidement, hein, quand même. C'est un exploit en soi, j'imagine. Oui, il y a eu des processus préparatoires au bout de quelques mois. Alors j'ai d'abord rencontré un maître indien au fond de mon lit qui m'a appris la méditation. Ça a commencé dans la première période. Oh. Et puis ensuite, j'ai rencontré un kinésithérapeute qui avait mis au point un cheval mécanique. Donc ça, je suis entraîné pendant 2 mois, de janvier à février. En mars 95, donc, je remonte à cheval. Et avec tout un processus. Alors que se passe-t-il quand je remonte à cheval la première fois, après deux mois de préparation et plusieurs semaines d'espoir? Eh bien, une énorme déception. Je crois que je ne vais pas y arriver. Je suis complètement figé. J'ai l'impression d'être attiré de chaque côté à 800 mètres dans le vide. J'ai plus de notion d'espace. J'ai la tête à Marseille et le cul à Dunkerque. Et donc, ça ne va pas. Et là, tout espoir, tout ce que j'avais fait, ça ne prenait pas corps parce qu'il y avait cette espèce d'ondulation, cette flexion du cheval, et je ne le maîtrisais pas. Et à un moment donné, de désespoir, je rage et je dis, je suis foutu. Et à ce moment-là, je lâche prise, et je ne contrôle plus rien, et le mouvement se produit avec le cheval. Et dès la première séance, je vais réussir à monter le cheval, à lui faire justement, comme disait Jean-Baptiste, du pas espagnol, enfin, le pas d'école, et je réussirai à faire piaffer le cheval, c'est-à-dire à trotter sur place. Et donc, je transmettais toutes les informations corporelles, l'interaction biomécanique fonctionnait avec essentiellement la colonne vertébrale et un état extrêmement fragile. J'avais encore du matériel dans le dos, c'était le tout début. Ensuite, j'ai gagné. Même là, il faut lâcher prise, c'est ça tout le temps. C'est ça, le grand message, il est là, c'est lâcher prise. Et ce qui était vrai avant, d'ailleurs, hein, mais là, il faut le refaire en lâchant encore plus sur la notion qu'on n'a plus rien pour se tenir. Alors, comment vous tenez en équilibre, justement avec des abdos? Bah oui, mais je ne les avais pas à l'époque, parce que je suis des 10. Des 10, vous avez les supérieurs, vous n'avez plus les inférieurs, vous n'avez plus les carrés des lombes. C'est des 10, moi. Les 10, c'est la 10e dorsale. C'est là où les dames s'attachent le soutien-gorge. C'est facile à s'en souvenir, donc c'est assez haut. C'est haut. Voilà. Et donc, pour monter à cheval, c'est assez haut. Mais alors, évidemment, j'ai un passé très important. Ça veut dire qu'en dessous de D10, vous ne sentez plus rien? À l'époque, c'était ça. Pour vous donner une idée, la première fois que je me suis retrouvé à Garches, allongé sur le ventre, j'avais l'impression d'avoir tout le reste du corps dans le vide et d'être tenu que par la poitrine et les bras. Je croyais que je glissais, tellement j'étais happé par une sensation de vide. Et les choses reviennent progressivement, hein, mais très faiblement. Et je gagne le premier championnat de France au mois de mai, hein, donc moins d'1 an après mon accident. Ça me renvoie, évidemment on est fou de joie, ma femme se dit, merde, ça va repartir. Et à l'époque, je suis marié avec mon épouse, avec ses 4 enfants. Et je rentre dans une carrière en e-sport. Je gagne la 2e année le championnat de France et je pars pour Atlanta à l'époque. Atlanta, on part en équipe. Nous sommes les premiers. La première fois que l'équitation est aux Jeux paralympiques. Toute l'équipe de France. Donc on découvre tout, etc. On gagne en équipe médaille de bronze. Puis après, je serai plusieurs fois champion de France dans mon grade et j'irai jusqu'à Sydney. Ensuite, pendant ce temps-là, avant Sydney, j'ai la naissance de ma fille Antea.
en parallèle, ce qui est très important, parce qu'en paraplégie, il y a aussi d'autres manips à faire. Et après Sydney, juste après Sydney, Nicolas aussi va naître. Attendez, alors, d'autres manips, c'est quoi là? De quoi vous parlez? Parce que pour faire des enfants, vous voyez, quand on est paraplégique, on fait appel à des techniques de FIV, etc. aussi. Donc ça rentre aussi dans les modes les mondes que vous rencontrez. L'idée de la... Il n'y a pas que les jambes, hein, c'est quand même plus compliqué que ça. Et pour certains, c'est plus heureux que d'autres. Donc je n'ai pas à me plaindre, mais voilà. Parce que vous avez des paraplégies spastiques et vous avez des paraplégies flasques. Donc ce n'est pas les mêmes rapports dans les tensions musculaires. Donc ça veut dire quoi? Que ceux qui ont des érections et ceux qui n'en ont pas? Ceux qui en ont ou qui n'en ont pas, ou les contrôler sans les contrôler, puis après des contrôles de sphincter ou non, d'ailleurs. Donc moi, ce qui n'est pas mon cas, parce que je suis voilà, mais il y a d'autres, c'est pas bon. Bref. Ensuite de cela, vous avez... je décide d'arrêter et je travaille dans mon écurie, que j'ai déjà, et je reconstruis un peu ma relation avec les élèves, j'entraîne des chevaux, je vais évidemment utiliser... je vais servir d'exemple pour d'autres paraplégiques, je vais les aider même à se mettre en compétition, je vais aider une fille IMC, j'aide des aveugles, enfin je m'occupe un peu de pas mal de gens, et puis je reprends complètement, je redeviens entraîneur pour des gens valides aussi. Donc je reprends ma carrière aussi de cinéma, puisque je vais faire le film Danse avec lui en tant que conseiller technique et équestre, où justement il y avait Jean-François Pignon. J'entraîne Mathilde Seigné, je forme Samy Frey dans leur rôle, le décor c'est chez moi, c'est dans mes écuries et ma maison de maintenant. Et je continue, j'écris mon livre sur mes 4 jambes, le film de Valérie Guillain-Bodin ensemble, donc Danse avec lui. Un travail de terrain où de plus en plus les gens me demandent de leur apprendre mes techniques, parce que j'ai mis au point des techniques sur le souffle, issues du yoga, pour monter à cheval. Donc le message de tout ça? Le message de tout ça, c'est qu'il faut... croire en ce que l'on croit et pas en écouter essentiellement ce qu'on peut vous dire autour. On a des convictions profondes au fond de soi que nous ne maîtrisons pas, mais que nous sentons, c'est de l'ordre de l'instinct. Et cet instinct, il est valable pour nous 4 et pour tout le monde. Si vous savez le saisir, eh bien vous le développez et vous faites des choses absolument... jamais j'aurais pensé, 21 ans plus tard, que j'aurais fait tout ce que j'ai fait. Jamais j'aurais pensé avoir ce niveau de relation avec mes chevaux, avec la moitié de mon corps. Et maintenant, je suis devenu un centaure. Merci pour ce beau témoignage. Frédéric? Un commentaire? Votre témoignage m'a beaucoup touchée, à la fois parce que je suis cavalière, mais ça c'est un détail, mais c'est aussi parce que j'ai le sentiment que ce handicap vous a donné aussi, vous avez beaucoup de charisme, mais aussi une humilité par rapport à votre pratique. Donc à un moment donné, vous avez dû effectivement lâcher prise pour pouvoir faire corps avec le cheval. D'ailleurs, un centaure, il n'y a plus de différence entre le cheval et l'homme. Et ça, je pense que ça n'aurait pas été possible sans cette expérience du handicap, sans le développement d'autres habiletés que celles que vous possédiez avec vos jambes. Vous avez affûté d'autres choses. Je suis d'accord avec vous, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. J'étais dans la démarche antérieurement, puisque j'essayais tous mes dressages en mettant mes 2 jambes sur les côtés de la selle. Donc j'ai presque prévu mon handicap. Tous mes chevaux étaient dressés uniquement avec le bassin et la colonne vertébrale. Je vérifiais mes dressages comme ça. J'ai toujours cru à l'absence de force physique et toujours cru à l'équilibre et à la finesse. Par contre, l'handicap, comme dit mon épouse sur le livre, t'as voulu devenir centaure, vas-y. Ouais. Bravo. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous avez survécu à la guerre civile au Burundi après votre adoption en France. C'est grâce au sport et plus précisément à l'athlétisme que vous vous êtes épanoui. Dans quelle discipline vous êtes fait le plus remarquer? Je me suis initié en saut en longueur. Aujourd'hui, j'ai fait 4 fois champion du monde à moins de 23 ans, plus recordman du monde. J'ai fait finaliste au JO de Londres aussi. Donc j'ai encore plein de choses à réaliser en saut en longueur. Et puis, Vous avez vite été repéré par la fédération française? En gros, 3 mois après, j'ai trouvé un club valide. La fédération me contacte pour faire une compétition avec les championnats du monde championnat du monde en e-sport à moins de 23 ans.
Pour moi, je ne connaissais pas parce que je faisais tout avec les valides, donc j'ai dit oui, je suis Parce que d'accord. vous étiez le meilleur des valides, quoi, en gros. Ouais, je me rappelle, j'avais fait champion départemental et régional en son hangar. Pour moi, je n'avais pas de limite. Je voulais être le meilleur, peu importe si j'avais une prothèse. Pour moi, j'étais pas du tout différent. Donc, après, du coup, j'ai accepté. Je suis arrivé là-bas sans avoir été bien formé. J'ai fait 3 médailles d'argent sur le lancer de disque, sur un hangar. Ah oui, dans plusieurs disciplines. Voilà, dans plusieurs disciplines. Et l'année d'après, j'ai voulu gagner, être meilleur, et j'ai gagné. D'accord. Après, pendant 4 années d'affilée, j'ai Bon, gagné. alors là, vous voulez quoi pour le prochain coup? Parce que vous allez y arriver. Aujourd'hui, je profite de la vie telle qu'elle me donne. Comme on dit, on vit qu'une fois. Je sais ce que la vie me réserve. Donc, j'ai pas le temps de me prendre la tête. Aujourd'hui, je fais tout ce que j'aime. Aujourd'hui, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être ambassadeur de la vie. Si je pourrais inventer ce métier-là, je le ferais. Ambassadeur de la vie? Voilà. C'est quoi la prochaine échéance sportive? Là, j'ai été victime d'un accident de voiture parce que je suis de la moto aussi comme toi. Je suis fan de motocross, tout ça, mais j'ai une voiture qui m'a coupé en scooter et je suis blessé à la jambe. Je suis en rééducation au CR Saint-Raphaël. Laquelle, l'autre? Oui, la vraie jambe, malheureusement. Ça aurait été bien de l'autre parce que j'aurais pu la réparer en 24 heures, mais c'est pas pareil. Et là, du coup, je me prépare pour les championnats du monde au Qatar. Mais j'ai 20 jours pour préparer les qualifications le 10 juin, après mon retour en course à pied. Mais tout est possible parce que j'ai envie, j'ai la volonté. Voilà, et puis après, on a les JO de Rio 2016. Bravo, monsieur. Merci. Félicitations. Bravo, alors, Frédéric. Alors, il y a un petit garçon qui vient nous rejoindre. Bonjour, petit garçon, très très chic. J'imagine que c'est le fils de son papa, de Stéphane. Est-ce que la maman veut nous rejoindre aussi? Allez. Voilà. Allons-y. C'est le micro, faut pas toucher. Un message. Voilà. Bonjour. Asseyez-vous là sur la couloir, voilà. Merci à tous, quelle belle leçon. Franchement, merci à tous pour cette leçon de courage, pour la lumière que vous distillez et la volonté. Et de vous suivre, et d'embarquer, et de se laisser aussi gagner. Vous voulez partir en stage d'équitation? Oui, en tout, stage d'équitation, aller voir Jean-Baptiste sur les pistes. C'est à Charletti, en plus, c'est championnat de France, voilà, le 10 juin. C'est quand le championnat? Et avec Audrey le 10 juin à aussi. Charletti. D'accord. La moto, je suis moins fanat, mais bon. Oui, c'est ça, c'est cette leçon de vie et puis ce rayonnement, parce qu'ils ont tous beaucoup de charisme. On sera là, hein, à Charletti, on va venir vous filmer, hein, c'est sûr. Hein. Bah, j'espère. Bah, voilà. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue dans lequel nous recevons Bénédicte et Audrey. Merci à Frédéric. Merci. Bravo, chapeau. Moi, je connais en plus le Burundi. Je suis allée. Ah oui? Ouais. Merci. Au revoir. Alors, j'ai votre livre sur mon bureau, donc je vais m'empresser de le lire. Voilà. Au revoir. En octobre dernier, Bénédicte nous avait présenté sa famille nombreuse. Pour ses enfants, elle avait arrêté de travailler. Mais elle venait pourtant de se fixer un sacré défi. C'est la première fois depuis l'aîné de mes enfants que je quitte la maison. Ils sont préparés, donc ça posera aucun problème. Donc à partir de ce soir, je coupe mon portable. Pour Bénédicte, ce sera une première. Mais comment cette mère de famille va-t-elle supporter d'être loin de sa petite tribu? Cyprien m'a donné sa montre et Ambeline m'a donné sa brosse. Et Hortense m'a donné la mascotte Rex. Vous êtes en forme! Je veux prouver aussi à mon entourage, à moi-même, qu'une maman peut aussi faire des choses un peu extravagantes, extraordinaires. Une aventure extraordinaire que Bénédicte nous fera partager dans quelques minutes dans l'Histoire continue. À l'aventure, c'est parti.